On va faire une première session qui va être complètement tournée sur l'international. On va d'emblée regarder large, très très large. Et pour ça, je vais inviter 4 intervenants qui sont juste à côté de moi. Anna Créti, juste ici, voilà. Vous êtes professeure titulaire à l'Université Paris-Dauphine à Paris. Vous êtes également directrice de la chaire économie du climat et de la chaire d'économie du gaz, si je ne me trompe pas. Madame Créti, on finit ce tour de table avec vous. Alors on va essayer de prendre, j'allais dire un peu de la hauteur, mais on en a déjà pas mal quand même, parce qu'on est sur un spectre large de pays. Mais c'est vrai, quand on pense, au niveau large carbone, on pense négociations internationales, marché carbone peut-être. Voilà, donc ça nous intéresse, de votre point de vue d'économiste, de nous dire un petit peu comment peut-être ces marchés se sont mis en place et vers quoi on se dirige a priori actuellement. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et effectivement, ça me fait très plaisir d'être présente dans cette assemblée parce que c'est un peu un public différent par rapport à celui que je côtoie habituellement. Alors, d'une partie, c'est les étudiants pour moi. Je suis professeure à l'Université Paris-Dauphine où on a beaucoup de formations qui concernent les questions justement d'environnement, de soutenabilité et des changements climatiques. J'en profite pour dire que nous sommes l'une des rares universités qui a un certificat obligatoire pour tout étudiant qui arrive chez nous en première année, pour qu'il soit formé en fait sur les enjeux au sens large, climat, biodiversité, empreinte carbone. Et au fil donc aussi de ces publics étudiants, en fait, moi je représente ici le volet recherche. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut prendre, vous disiez de la hauteur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, comment après, quand on a aussi cette vision très proche de la réalité, très proche des questions aussi politiques, de choix politiques, comment on traduit ça en programme de recherche à long terme et vice-versa. Qu'est-ce qu'à partir de la recherche, on peut dire en tant que recommandation de politique énergétique, environnementale, climatique, mais aussi vis-à-vis de stratégies d'entreprise, soit-elles dans les secteurs de l'énergie, des déchets ou encore du transport ou des entreprises financières. Donc, c'est mon travail en tant que professeure, en tant que directrice de la chaire économie du climat, qui a presque le même âge de l'association Bilan Carbone et qui a été fondée justement au moment où on avait cette très grande réflexion sur la mise en œuvre du marché de trading de quotas à polluer en Europe. Donc un marché qui a commencé avec une phase pilote en 2005 et dont on continue d'allonger la durée de vie. Là, justement, on a cette frontière du carbone mouvante dans les temps et surtout dans les règles. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant de voir que autant les règles dont on parlait tout à l'heure, donc des bilans carbone, c'est une méthodologie, c'est quelque chose de précis, c'est les fameux tableurs, autant le politique, lui, par contre, il bouge. Il bouge beaucoup et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir quelque chose une politique qui soit contraignante, qui puisse représenter une véritable incitation pour ces acteurs donc vers la décarbonation et qui puisse se projeter dans les longs termes. Donc, ce sont les thèmes sur lesquels on travaille. Donc, à la chaire économie du climat, on a un axe de recherche sur les prix carbone et innovation bas carbone, un axe de recherche carbone qu'on appelle vivant, donc agriculture et forêt. C'est quand même aujourd'hui quelque chose dont on parle de plus en plus, notamment dans les questions de neutralité climatique, et une partie donc transition énergétique, y compris dans les pays émergents et en voie de développement. Et sans doute aujourd'hui, ce sont des questions que l'actualité a apportées aux yeux de tous. Et on a vu à quel point on manque de culture sur ces questions. Et donc c'est quelque chose de très important de continuer à diffuser aussi dans la société civile, de la recherche vers la société civile et vice-versa. Merci beaucoup. On espère que cet après-midi va donner un petit peu de culture, même si on a un public, je pense, assez déjà connaisseur ou spécialiste du sujet. Peut-être un dernier mot sur ce que vous venez de dire. Le politique a du mal parfois avec ces sujets-là, et on le voit avec le mécanisme d'ajustement aux frontières, sans forcément rentrer dans le détail tout de suite.
Est-ce que pour vous, c'était la suite logique de l'établissement des premiers marchés de type quota carbone que vous avez déjà évoqué? Alors, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est la première ligne qu'on peut vraiment lire dans le projet d'ajustement carbone aux frontières qui est sorti il y a un an. On est vraiment dans tous les anniversaires. Donc, en juillet 2021, l'Europe a franchi cette étape de mettre noir sur blanc ces projets d'ajustement aux frontières. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis? En fait, on s'est accordé sur les principes. Mais c'est l'actualité, c'est même date d'aujourd'hui. On a un peu de mal à voir comment ça peut être mis en œuvre. Donc, on a des barrières qui sont un peu typiques. Ça fait partie de la négociation de toute initiative européenne. Il faut quand même voir que l'Europe reste un élément moteur en termes de politique internationale sur le carbone. Et donc le projet, c'est de prolonger et d'harmoniser les contraintes qui sont, on va dire, relativement fortes en Europe, et de les harmoniser avec l'aspect ouverture internationale, donc les commerces qu'on fait aux frontières. Et on a vu dans cette période où on a parlé de sécurité d'approvisionnement, sécurité alimentaire, à quel point il y a des biens et des services qui passent la frontière de l'Europe. Et donc tous les besoins, c'est d'essayer d'atteindre les mêmes niveaux de contraintes carbone, qu'il s'agisse de produits qui sont vraiment dans la chaîne de valeur, aussi manufacturés en Europe, et ceux qui par contre, arrivent en Europe d'horizons complètement différents avec des réglementations carbone qui ne sont pas du tout harmonisées. Donc, il ne s'agit pas d'une taxe, il ne s'agit pas de marché, mais c'est un nouveau certificat qui devrait être mis en œuvre. Très bien, on y reviendra tout à l'heure, merci. Madame Créti, du coup, on revient avec vous, si vous le voulez bien, sur le mécanisme d'ajustement aux frontières. Parce que j'allais dire, dans un monde idéal, si chaque pays avait sa base carbone et connaissait les émissions de tous ses produits, finalement, on pourrait mettre peut-être en place ce mécanisme d'ajustement assez facilement. On saurait qui exporte et importe quoi en termes de contenu carbone. Mais en l'occurrence, pour l'instant, on en est loin encore. Alors, vous me disiez que ce n'est pas forcément des freins juridiques. A priori, vous pouvez nous expliquer ça, c'est à peu près calé au niveau juridique, mais par contre, c'est plutôt du point de vue technique qu'on peut coincer. Oui, en effet, les débats sur comment on harmonise déjà l'Europe avec on va dire, le reste du monde a commencé avec une discussion sur la compatibilité de cette volonté, donc de mettre une forme de valorisation du carbone à frontière avec les règles du traité du commerce international. Donc une première phase du débat a consisté vraiment à comprendre s'il ne s'agissait pas d'une entrave au commerce international. Cette première phase a été résolue effectivement en trouvant la bonne déclinaison, je dirais, juridique, qui garantit qu'effectivement, il ne s'agit pas d'une sorte de barrière stratégique à l'entrée, ce qui évidemment serait contraire à la libre circulation des biens, dans la mesure en fait où il ne s'agit pas, du moins sur le papier, d'un frein. C'est-à-dire qu'il n'y a il n'y a pas une régulation des flux en fait commerciaux. Il n'y a pas de restrictions sur les volumes d'importation, mais il y a en fait l'idée de justement avoir ce qui est un peu le dogme européen, ce qu'on appelle level playing fields. Donc tout le monde doit jouer avec les mêmes règles. L'autre question, et ça, je pense que, on est un peu peut-être optimiste sur le fait de dire que du point de vue juridique, tout est calé. C'est justement ce qu'on est en train de discuter, même aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on accélère vers la fin du semestre de la présidence française qui avait promis justement un avancement sur l'ajustement aux frontières, qui est allé évidemment moins vite que prévu. Donc, qu'est-ce qu'on discute aujourd'hui? En fait, il y a tout un problème technique
à la fois technique et économique, je dirais, sur comment on gère les fameuses quotas gratuits. Donc, de quoi il s'agit. Donc, le marché carbone dont on parlait tout à l'heure, hein, donc on est en 2005, qui a été ajusté déjà lui-même hein, plusieurs fois, aujourd'hui est basé sur un prix qui est, on va dire, élevé. On a atteint dans les pics de la crise énergétique les 92 € par tonne de CO2. Donc, ces marchés, aujourd'hui, il est construit en autarcie. Mais il comprend, donc en autarcie en Europe, je veux dire, hein, donc il couvre 11 000 installations dans des secteurs très variés, que dans les jargons de l'Europe sont divisés sur tout ce qui est combustion, donc c'est qui utilise des fossiles, on va dire, dans son activité, et des activités industrielles. Et ces deux secteurs ont des règles différentes dans l'allocation, en fait, ce qu'on appelle l'allocation des quotas, qui constitue on va dire le socle initial du trading. Disons de façon très nette, les activités industrielles ont bénéficié jusqu'à présent de quotas gratuits, même si calculés avec voilà, des frontières, on va dire, d'efficacité carbone. Alors, je ne sais pas les facteurs qui sont utilisés. Si, je sais où ils sont, mais je ne sais pas s'ils ont été vraiment améliorés dans les temps. Ça, c'était aussi une question. Donc, ces secteurs industriels bénéficient de cette première achat, on va dire, qui leur est donné gratuitement, et tout ce qui est énergie, non. Donc, eux, ils achètent l'intégralité des permis sur les marchés. Et cette différence a été maintenue jusqu'à présent sur un élément fondamental qui était celui de ne pas toucher la compétitivité des secteurs qui étaient notamment ouverts à l'international. Donc, pour éviter les fuites de carbone qui, en fait, empêchent les secteurs qui sont en Europe mais qui vendent à l'étranger d'arriver sur ces marchés étrangers avec un poids, un coût plus important. Donc, ces secteurs-là sont en train un peu de freiner la volonté de mettre un ajustement aux frontières parce qu'ils vont voir progressivement perdre cet avantage. Donc, il y a vraiment dans les dessins du mécanisme d'ajustement aux frontières, c'est phasage qui va durer de 2023 à 2035. Voilà, aujourd'hui, on parle de dire 36, 37, 38. C'est mouvant. Hein. Je sens que les négociations sont Les dures, négociations sont là. Et donc, dans cette période, ils vont devoir abandonner ces privilèges, parce qu'aujourd'hui, avec une tonne de CO2 à effectivement 90 €, c'est un véritable privilège. Et ils vont, par contre, éliminer ces désavantages concurrentiels avec l'étranger dès lors donc qu'il y aura ces mêmes traitements du carbone, donc comme si tout était produit en Europe. Et donc là, on voit justement cette question, est-ce que c'est une question technique, économique ou légale? Aujourd'hui, l'essentiel, c'est une question, je dirais, de négociation, donc à cheval entre le politique et les techniques. Du point de vue économique, il y a déjà des pays en fait qui ont des formes d'ajustement aux frontières, même si un peu plus limitées. Il s'agit par exemple de la Californie qui fait cet ajustement aux frontières pour les importations de gaz et électricité qui viennent des pays voisins. Il y a donc déjà des expériences, mais à une échelle plus petite que celle européenne. Donc là, on a aussi une harmonisation qui s'est faite sur un agrégat, encore une fois, assez important, pas spécialement peut-être en termes de volume d'émissions global. Donc, pour une série de facteurs, c'est sans doute pas l'Europe qui aujourd'hui contribue au sens vraiment mondial aux émissions de CO2, mais elle contribue quand même beaucoup dans l'expérimentation de politique climatique. Merci beaucoup. Enfin, c'est un sujet passionnant, mais c'est vrai que des fois, il faudrait qu'on rentre vraiment bien dedans pour en saisir toute la complexité qu'on sent bien à travers vos paroles. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Oui. Alors ça, vous voyez, dès que la première est partie, tout d'un coup, les mains se lèvent. Alors, j'ai pas vu tout le monde. Je crois monsieur là-bas, voilà. Merci. Bonjour, Patrick Noël. Vous m'entendez? Oui. Je suis RSE facilitateur.
D'abord, je vous remercie parce que c'est rare, on est surtout dans un microcosme français quand on parle bilan carbone. Donc merci d'avoir invité deux représentants de la Roumanie et du Maroc. Et j'ai une question pour vous deux en fait. Si on était dans un monde idéal, vous savez qu'il y a une urgence par rapport au climat, donc le temps est contre nous, malgré nous. Mais on reste dans un monde en silo finalement, que ça soit à l'échelle de la France ou du monde, il n'y a pas de frontières. Et l'impact climatique, il est omniprésent partout. Et la question que j'avais à vous poser, en fait, c'est si on construisait ensemble un pont virtuel bas carbone, fédérateur de l'ensemble des communautés de la Terre, ça serait quoi en fait pour vous le plus important par rapport à la France en termes de construction de ce pont fédérateur et ouvert sur le monde? Ça peut être de la poésie, hein, c'est pas forcément technologique. Ou de l'utopie. Qu'est-ce qui serait... Ah, c'est une question piège, hein. Ouais, c'est ça le live, hein. Moi je peux pas tout contrôler. Hein. Sans oublier quand même qu'il y a des politiques au milieu, parce que oui. Évidemment. Je suis au milieu entre vous deux, mais non, je veux dire, à la fin, tout cela, c'est très bien d'avoir une vision la plus précise possible des émissions, des facteurs d'émissions. Moi-même, dans ma recherche, j'étais choquée quand j'ai essayé de faire de la recherche, de faire une simulation du mécanisme d'ajustement aux frontières. Donc moi, je voulais le faire au niveau de l'Europe, et pour avoir quelque chose d'harmonisé, j'ai utilisé les facteurs d'émissions d'Eurostat qui datent des années 2000. Mais à la fin, en fait, il faut être précis pour réduire. Donc il ne faut pas quand même oublier que moi, sur ce pont, je mettrai quand même des politiques. Ça fait moins rêver, mais c'est pas grave.